Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai lu plusieurs livres en anglais cet été, des livres dont j'avais vraiment envie de vous parler, donc je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de vous présenter ces livres dans une vidéo sur mes dernières lectures en anglais. Parmi ces livres, il y en a au moins deux qui, je pense, ont de grandes chances d'être traduits en français au cours des prochaines années. Il y en a même un, je serais pas surprise de découvrir qu'il est en fait déjà en cours de traduction. Donc c'est parti, commençons avec Goliath, le dernier roman de Tochi Onyebuchi. C'est aussi ma lecture en anglais la plus récente. Donc Tochi Onyebuchi est un auteur de science-fiction et de fantasy américain d'origine nigériane. Il est notamment connu pour son intérêt pour l'afrofuturisme. L'afrofuturisme qui est ce courant artistique qui cherche à imaginer et à concevoir un futur où la diaspora africaine prospère. L'afrofuturisme peut aussi servir de moyen pour discuter de questions contemporaines liées au racisme en les projetant dans un univers futuriste. Je vous réserve toute une vidéo sur l'afrofuturisme, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Tochi Onyebuchi a notamment écrit la série de science-fiction War Girls, qui est dans ma palle depuis une éternité et qu'il va vraiment falloir que je lise à un moment donné. Et il a aussi écrit le roman Riot Baby qui a reçu un World Fantasy Award si je ne me trompe pas. Goliath est le premier roman de science-fiction adulte de Tochi Onyebuchi et j'étais donc vraiment curieuse de voir ce qu'il allait en faire. Dans l'ensemble, je dirais que j'ai été agréablement surprise par ce roman, même si je pense pas que c'était une histoire pour moi. Le monde dépeint par Goliath est très lugubre, à défaut de trouver un autre terme. La technologie a évolué au point où les humains sont capables de vivre dans l'espace. Certains humains sont maintenant mi-hommes, mi-robots, mais les inégalités sociales sont exactement les mêmes que celles que nous connaissons aujourd'hui. On pourrait même dire que la technologie les a renforcées. L'histoire prend place aux États-Unis en 2050. La Terre a commencé à se vider suite à de nombreuses catastrophes naturelles, à diverses épidémies et à des guerres nucléaires. Notre bonne vieille Terre est devenue quasiment inhabitable. Les riches se sont enfuis dans des colonies spatiales, laissant la Terre à ceux qui n'ont pas pu se payer le voyage. Le roman suit une panoplie de personnages, ceux qui sont restés sur Terre et un couple vivant dans une colonie spatiale qui décide de venir se réinstaller sur Terre. Les riches vivent dans les étoiles, peuvent respirer un air pur, bien qu'artificiel, ont accès aux meilleurs soins, tandis que les pauvres vivent sur une Terre irradiée, complètement dévastée et meurent les uns à la suite des autres de cancer. Comme l'histoire se déroule aux États-Unis, ces pauvres sont principalement des personnes de couleur, en particulier des noirs. Tochi Onyebuchi trace plusieurs parallèles entre notre actualité et les événements de son histoire. Il parle d'une pandémie qui a complètement chamboulé nos sociétés et qui a creusé les différences de classe. Il parle aussi d'insurrections dans des prisons mal entretenues où le pourcentage de noirs parmi les prisonniers est disproportionné. Il parle de l'affrontement Russie/États-Unis et il parle aussi de gentrification avec le retour progressif des habitants des colonies sur Terre. Goliath est un roman polyphonique à la narration décousue. L'histoire est tantôt racontée à la première personne, tantôt à la troisième. Les événements ne sont pas non plus racontés de manière linéaire dans l'histoire, donc on voyage dans le temps au gré des sujets que l'auteur cherche à aborder. Pour cette raison, Goliath est un roman complexe à lire, mais pas juste pour cette raison. Le style d'écriture est aussi assez compliqué. Tochi Onyebuchi utilise beaucoup l'anglais vernaculaire américain, il retranscrit parfois au mot près les accents du sud parce que beaucoup de ses personnages parlent avec des accents du sud des États-Unis et en plus de ça, ses descriptions sont souvent très complexes puisqu'il s'amuse à utiliser des mots compliqués, souvent scientifiques. Chaque phrase regorge de sens et plusieurs fois j'ai dû relire une phrase ou relire un dialogue ou relire des paragraphes pour bien comprendre ce qui était sous-entendu. Les petits colons bleus, c'est des paragraphes ou des dialogues que j'ai surlignés et que j'ai pris en note parce que je les trouve juste géniaux, super bien pensés. Du coup, Goliath n'est pas un livre qu'on peut lire dans la précipitation, ça je vous le dis, il faut vraiment prendre son temps pour lire ce livre. Les personnages du roman semblent tous super intéressants, mais on n'apprend jamais vraiment à les connaître. Leurs histoires servent avant tout de véhicule au thème que l'auteur cherche à discuter. Et selon moi, c'est là le plus gros point négatif de Goliath. Il n'y a pas d'intrigue. La narration éclatée ne permet pas du tout de s'attacher aux personnages ou de mieux les connaître. Ce livre n'existe que pour incarner ces thèmes. Il y a un autre aspect majeur du livre qui ne m'a pas plu. Dans le monde de Goliath, les noirs souffraient, les noirs souffrent et les noirs souffriront, condamnés à souffrir d'injustice à perpétuité. Et c'est un message qui m'a beaucoup déçue, même quand on tente de faire une critique des problèmes sociaux actuels de notre société en les projetant dans le futur. Je pense, mais c'est mon avis personnel, qu'il ne faut pas oublier l'optimisme de l'afrofuturisme. Goliath est un roman extrêmement pessimiste
et ce n'est pas ce que je recherche quand je lis un roman afrofuturiste. Le deuxième livre que je vais vous présenter, vous en avez déjà peut-être entendu parler dans la sphère booktube, et il s'agit de Empire of the Vampire de J. Christophe. Ce livre est le livre qui, je pense, est déjà en cours de traduction, ou en tout cas il va être traduit en français dans vraiment pas longtemps. J. Christophe est un auteur de SFF déjà plutôt connu. Il a notamment écrit la série Nevernight qui est disponible aux éditions de Saxus, mais je vous avoue que je n'ai pas lu Nevernight et que je ne le connaissais pas avant de découvrir Empire of the Vampire. J'ai entendu parler de Empire of the Vampire dans l'une des vidéos de Stéphane Ariane, qui est un auteur de SFF mais aussi un YouTuber, et dans sa vidéo il disait qu'il pense que Empire of the Vampire va relancer la mode des vampires dans l'édition SFF, donc ça a vraiment piqué ma curiosité et c'est pour ça que j'ai eu envie de lire ce livre. Empire of the Vampire nous parle de Gabriel de Léon, un chasseur de vampires apparemment légendaire qui se retrouve enfermé dans une pièce et obligé de raconter son histoire à l'un de ses ennemis, un vampire appelé Jean-François. Gabriel nous raconte donc à contre-cœur son histoire. Il nous raconte comment il a grandi dans un petit village, comment il a découvert qu'il était différent et comment cette différence l'a amené à rejoindre les Silver Saints, une sorte d'ordre religieux rappelant les Templiers dont le rôle est de combattre les créatures fantastiques, en particulier les vampires. Il nous raconte comment il est devenu un héros et comment il a trouvé le Graal, seule chance pour les humains de mettre un terme à la nuit éternelle qui pèse sur le monde depuis plusieurs décennies. Je vous dirais que Empire of the Vampire est un intéressant croisement entre Entretien avec un vampire et la série Castlevania, pour ceux qui connaissent. Gabriel, le personnage principal du livre, est un homme cynique, désagréable et misogyne à chaque fois qu'il parle d'une femme, mais vraiment à chaque fois qu'il parle d'une femme en bien ou en mal, il ne peut pas s'empêcher de l'injurier et de la traiter de... Mais malgré cette personnalité extrêmement désagréable, il est le stéréotype du héros qui est toujours là au bon moment, au bon endroit et qui est doté de capacités que personne d'autre ne possède qui le rendent super puissant. Vous le devinez peut-être au ton de ma voix et à la présentation que je viens de faire, mais j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage. Il m'a fallu environ 300 pages pour commencer à l'apprécier un tout petit peu. Ce qui a rendu la lecture plutôt difficile puisque c'est Gabriel qui nous raconte son histoire à la première personne. Donc toute l'histoire est entre guillemets. Autre caractéristique du livre, Gabriel ne nous raconte pas son histoire dans l'ordre. Il nous raconte en fait deux histoires différentes en même temps. Il nous raconte comment il est devenu un héros et en même temps il nous parle de sa quête du Graal. Le livre est découpé en 6 parties et d'une partie à l'autre, Gabriel change de récit. J'ai trouvé cette manière de raconter extrêmement frustrante puisqu'à chaque fois qu'une partie devient intéressante, Gabriel change de récit et raconte quelque chose de complètement différent. Maintenant, l'intrigue du livre est intéressante en elle-même. Les mystères qui entourent les capacités de Gabriel sont intéressants, les mystères qui entourent la nuit éternelle et les vampires sont intéressants aussi. L'univers de l'histoire est une sorte d'Europe médiévale dirigé par un ordre religieux inspiré du christianisme. Apparemment, cet univers est très inspiré de la France, même si je n'ai pas vu beaucoup de traces de la France dans cette histoire. Les personnages disent oui au lieu de dire yes et famille au lieu de dire family. Ils ont aussi des noms un petit peu français, même si les accents sont utilisés vraiment n'importe comment. Mais à part ça, j'ai pas vraiment vu de traces de la France dans l'univers qui nous est décrit. Si vous lisez beaucoup de Beat-Lit, c'est probablement un univers que vous n'allez pas trouver très original. Personnellement, il m'a beaucoup fait penser à l'univers de Castlevania, comme je vous l'ai dit, mais c'est un univers qui est parfait pour le thème que le livre explore, qui est la foi. C'est un thème toujours très intéressant, et même si j'ai trouvé que la manière que Castlevania l'aborde est un petit peu bourrin, j'ai quand même beaucoup aimé la manière qu'il est utilisé dans le livre comme fil conducteur pour le développement du personnage de Gabriel. Empire of the Vampire aurait pu être dans l'ensemble une lecture plaisante, mais j'ai eu vraiment trop de mal avec la misogynie qui imprègne tous les aspects de l'histoire pour pouvoir vraiment apprécier ma lecture. Empire of the Vampire est un livre qui souffre beaucoup du syndrome de la femme dans le réfrigérateur, pour ceux qui connaissent. Le nombre de femmes tuées violemment dans ce livre pour donner de la motivation au héros est absolument ridicule. Donc si vous lisez ce livre, ne vous attachez pas aux personnages féminins parce qu'elles ne durent pas longtemps. Et puis de toutes les façons, vu comment elles sont écrites, c'est difficile de s'attacher à elles. Le troisième livre en anglais que j'ai lu cet été est le livre Raise the Suns de Sarah Beth Durst. Raise the Suns prend place dans un univers fictif appelé Bekar, situé au cœur d'un désert. Les habitants de Bekar se réincarnent à leur mort en des créatures qui reflètent l'état de leurs âmes dans leur vie précédente. Donc tous les habitants s'efforcent de garder une âme pure en accomplissant de bonnes actions et en étant de bonnes personnes afin d'être réincarnés en créatures dignes de ce nom
nom à leur mort. Ceux qui meurent avec une âme souillée se réincarnent en Keoks, des créatures monstrueuses et extrêmement dangereuses. Toutefois, malgré le danger que représentent les Keoks, les habitants de Becar s'amusent à les monter durant de grandes courses extrêmement populaires. Tamra, le personnage principal du livre, est d'ailleurs une entraîneuse de monteurs de Keoks. Elle était elle-même une monteuse de Keoks, mais a dû mettre un terme à sa carrière à cause d'une blessure. Bien qu'elle ait eu une illustre carrière de monteuse, elle a une terrible réputation d'entraîneuse parce que toutes les personnes qu'elle entraîne finissent blessés par leur Keoks ou meurent tués par leur Keoks. Après un énième incident désastreux, Tamra a une dernière chance pour redorer sa réputation d'entraîneuse. Mais pour cela, elle devra gagner la plus grande course de Becar. Alors qu'elle se rend au marché pour acheter un Keoks tout particulièrement dangereux en forme de lion métallique noir, elle fait la rencontre de Raya, une adolescente en fuite. Raya essaie d'échapper à ses parents qui veulent la marier à un homme violent. Si elle réussit à gagner la course de Becar, elle pourrait acheter son indépendance et sa liberté. Elle demande donc à Tamra de la former. Race the Suns m'a donné tout ce que je voulais, une aventure fantasy bien ficelée dans un univers super original. Perso, j'adore les histoires qui mettent en scène des tournois et des compétitions, donc j'ai été hyper gâtée avec Race the Suns. Les courses de Keoks sont prenantes, allaitantes. Tous les personnages de l'histoire sont complexes, ont différentes raisons à leurs actions et ont un développement satisfaisant. Tamra est un personnage courageux qui n'a pas froid aux yeux, elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Raya est un personnage timide qui prend petit à petit de l'assurance au contact de Tamra. Leur relation, qui est d'abord une relation de mentor-élève mais qui devient ensuite une relation mère-fille, est super touchante et fait beaucoup de bien. J'ai juste adoré le world building, l'idée d'une société construite sur le concept de la réincarnation. L'autrice va vraiment au bout de son idée et explore toutes les ramifications d'une telle société. Il y a quelques facilités dans l'histoire qui m'ont fait lever les sourcils, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ma lecture et je vous recommande ce livre si vous cherchez un livre plaisant et plutôt facile à lire en anglais. Le quatrième et dernier livre dont je veux vous parler est un livre qui a aussi un world building super intéressant et il s'agit de The Bone Orchard de Sarah E. Muller. J'ai entendu parler de ce livre dans l'une des vidéos de la booktubeuse Elliot Brooks et je suis tellement contente d'avoir suivi sa recommandation. L'histoire de The Bone Orchard prend place dans un empire appelé Boren. Alors qu'il se trouve sur son lit de mort, l'empereur fait venir Charme, sa maîtresse, à son chevet. Charme est une prisonnière de guerre qui est aussi à la tête de The Bone Orchard, une sorte de bordel pour les aristocrates. L'empereur lui dit qu'il a été empoisonné et lui ordonne de retrouver la personne responsable. Il lui demande aussi de ne laisser aucun de ses fils prendre sa place sur le trône. Il promet à Charme sa liberté une fois qu'elle aura accompli sa mission. Charme n'a d'autre choix que de faire ce que l'empereur lui demande parce que lorsqu'il l'a capturé, il lui a imposé un mindlock qui est une sorte d'appareil qui l'oblige à faire tout ce que l'empereur lui demande et qui restreint aussi ses pouvoirs de télépathe. Charme va donc tout faire pour découvrir l'assassin de l'empereur avec l'aide de ses Bone Ghosts. Alors les Bone Ghosts sont des morceaux de la personnalité de Charme qu'elle a installés dans des corps artificiels créés à partir d'os qui ont poussé dans son verger d'os. The Bone Orchard a un univers un peu gothique, fascinant et plutôt difficile à décrire. La capacité de Charme à se cloner d'une certaine manière en mettant des fragments d'elle-même dans des corps artificiels, les télépathes et les télékinésistes et la manière dont ils sont traités dans la société qui nous est présentée, les intrigues de cours, tout cela est super intéressant. L'univers de ce livre semble être inspiré par l'époque victorienne, donc les tenues, les expériences scientifiques, les mœurs, tout cela semble être inspiré par cette période historique, mais forcément il y a un twist puisque certaines personnes sont capables de télépathie, sont capables d'allumer des feux à distance, sans parler de Charme et de ses capacités assez particulières. Toute l'histoire est centrée autour du personnage de Charme et de ses Bone Ghosts. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on en apprend plus sur Charme et ses Bone Ghosts et on en apprend plus sur comment elles se sont retrouvées à la cour de l'Empire. Dans ce roman, les informations sont fournies au compte-gouttes, il n'y a jamais d'exposition et les personnages ne nous disent jamais ce que eux savent déjà. Du coup, il faut souvent lire entre les lignes pour comprendre comment cette société fonctionne et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'aime quand je dois travailler pour comprendre les choses. Quand on arrive à environ 80% de l'histoire, les événements s'accélèrent et tous les fils de l'intrigue se connectent les uns aux autres de manière satisfaisante. Il y a un plot twist à la fin qui m'a prise au dépourvu et je suis rarement prise au dépourvu lorsque je lis un livre, donc vraiment j'ai beaucoup aimé The Bone Orchard. Ce livre est le premier roman de Sarah E. Muller et je pense qu'il a de bonnes chances d'être traduit en français.
Qui sait? Voilà, j'ai fait le tour de tous les livres dont je voulais vous parler. Est-ce qu'il y en a un que vous avez déjà lu ou est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez lire? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye tout le monde!